Bonjour à tous, voici le deuxième cours vidéo sur le thème 4, l'axe numéro 1, les usages politiques et sociaux du patrimoine. Alors, comme on l'a vu en introduction, le patrimoine est une notion très large, elle comprend le patrimoine immatériel, le patrimoine immatériel. Elle est évidemment présente aussi partout dans les paysages, dans l'histoire aussi, c'est peut-être l'histoire très ancienne, mais aussi de l'histoire très récente aussi. Que l'on peut mettre déjà dans le patrimoine, l'histoire des industries, des usines qui ont fermé il y a peu de temps et qui vont être peut-être reconverties en musées ou à d'autres, des lieux de tournage cinématographique, par exemple, pourquoi pas. Donc, je reviens sur l'introduction, le cours numéro 1, que vous avez en vidéo sur Pronote et sur ma chaîne YouTube, évidemment. Donc, comment les sociétés choisissent-elles les traces de leur passé à conserver et à transmettre? Pour quelles raisons les mettent-elles en valeur? C'est la problématique de ce cours-là et on reviendra donc sur ces problématiques-là tout au long de ce cours de l'axe numéro 1 et puis aussi le cours de l'axe numéro 2. Nous mettrons ça, tous ces éléments un peu théoriques en œuvre, quoique théorique, j'ai beaucoup d'exemples. On a étudié ensemble déjà des dossiers documentaires. On va avoir aussi d'autres exemples dans ce cours-là qui, évidemment, complètent votre cours du manuel. Donc, bon, c'est disons, assez théorique et pratique à la fois, mais on va le pratiquer concrètement dans l'axe conclusif en appliquant cette politique du patrimoine et de la patrimonialisation à un pays, évidemment, et ce pays-là, c'est la France. Alors, avant cela, commençons ce cours lu et commenté et illustré quelquefois de documents que je vous mets en place et évidemment aussi illustrés et interactifs puisqu'il y a aussi des références à des sites internet ou des petites vidéos ou des sites internet très intéressants. Donc, comment le patrimoine est-il utilisé à des usages politiques et sociaux très divers? Alors d'abord, il est au service de Sa Majesté, donc au service du chef politique en place dans le régime. Ce serait la Majesté, évidemment. Cette expression au service de Sa Majesté est issue du Royaume-Uni, qui est une monarchie constitutionnelle, mais évidemment, ça pourrait être au service du président, au service du prince. Voilà. Donc, c'est d'abord pour montrer la grandeur d'un pays et de son dirigeant. Le patrimoine peut servir à accueillir de grandes manifestations internationales, des conférences ou des sommets de chefs d'État, avec une capacité d'organisation, de moyens techniques et financiers qui ne sont pas donnés à tous les pays. Et oui, ça peut montrer aussi la force financière, la force logistique de l'organisation, des transports, de l'accueil des personnes dans ce pays-là. Alors, exemple, j'ai pris un exemple qu'on n'a pas vu en classe, oui, c'est l'exemple du G7, le groupe des 7 pays les plus riches du monde qui se réunissent tous les ans. Et bien, en 2017, voilà, en 2017, j'ai pas mis, ils se sont réunis au Canada et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a décidé de faire ça dans un bâtiment, un des plus anciens bâtiments construits au Québec par les Français au XVIIe siècle. C'est le manoir Richelieu à Québec. Donc ça impose aussi que le Canada a un patrimoine historique qu'il faut valoriser et qu'il entend bien valoriser et mettre en place comme un pays important sur la scène internationale et qui a une histoire, même si ce n'est pas forcément ce que l'on comprend du Canada en priorité. Et bien sûr, en France, on l'a vu, Versailles accueille la reine Victoria en 1855, avec des conséquences très importantes sur la politique des deux pays. Et Xi Jinping en 2014, peut-être qu'il y aura aussi des conséquences importantes, on le verra dans quelques années. Vladimir Poutine, le président russe en 2017, pas en 2018, j'ai dit en cours en direct, j'ai mis 2018, c'est 2017. Et aussi des futurs chefs d'État de pays très importants, comme Naruhito, qui est le prince héritier du Japon en 2018, et qui, s'il ne meurt pas avant son père, sera l'héritier désigné, sera l'empereur, le futur empereur du Japon. Bon, alors le président aussi, le président français en l'occurrence, ou le dirigeant, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, sont auréolés de leurs grands prédécesseurs. Ils peuvent parler d'égal à égal avec les grands de ce monde. Ça, c'est important. Alors ça, c'est la grandeur du pays. Et aussi, c'est renforcer un régime politique qui est établi, alors soit démocratiquement ou non,
Et pour le renforcer, on fait appel au patrimoine, à un certain type de patrimoine. C'est par exemple à Versailles que se réunit le congrès de la République. Pourtant, Versailles, c'est le symbole de la royauté, on l'a bien vu. Donc le congrès depuis 1873, pour différentes raisons. On ne reviendra pas, c'est dans votre cours. Et on crée aussi, si on ne l'a pas dit en cours, en 93, la Cour de justice de la République, qui est chargée de juger les crimes et délits des hommes politiques durant leur fonction. Et oui, c'est une première, parce qu'avant, durant leur fonction, ils avaient l'immunité complète pendant leur fonction. Bon. C'est aussi, alors au niveau social, une source de cohésion sociale autour d'une culture et d'une identité commune. C'est créer un passé, peut-être un passé mythifié ou un passé plus véridique, ça c'est en discussion. Avoir des racines communes, c'est important pour créer une nation, un lien commun entre les personnes d'un même pays. Et plus ce lien est fort, plus il y aura un lien fort avec le chef, et aussi un lien, une pacification du pays. On sera moins enclin à la guerre civile si on a le même passé, si on a les mêmes références, si on a les mêmes valeurs. Je ne vois pas pourquoi on se ferait la guerre. Bon. Donc, alors, cet héritage-là est là, c'est le patrimoine matériel, immatériel, construit un passé commun et des fêtes annuelles raffermissent aussi les identités collectives entre générations, notamment l'Oktoberfest pour les Allemands. Eh bien, le grand-père allemand a fait l'Oktoberfest dans les années 50, le père dans les années 70 et le fils dans les années 90 ou 2000. Toutes les générations sont allées à l'Oktoberfest. Alors en plus, c'est une fête très importante au niveau politique aussi, social et politique, puisqu'elle commémore un événement historique fondateur de l'unité de l'Allemagne au début du 19e siècle, quand l'Allemagne se cherche un peu. Vous vous rappelez ces programmes de première, la lente construction de l'unité allemande, elle se fait aussi sur le dos de la Révolution française et sur le dos de Napoléon. Et déjà au début du 19e siècle, il y a des mouvements nationalistes qui veulent une unité nationale de l'Allemagne. Donc, ça participe aussi de cette unité. Donc, on commémore la grandeur de notre pays. Alors, notre pays, c'est les Allemands, puisqu'on est à Munich, par ce biais-là toutes les années. Et puis aussi, on glorifie la gastronomie locale. Oui, la bière, les bretzels et les bratwurst. Si vous ne savez pas ce que c'est le bratwurst, vous irez voir sur Internet. Alors aussi, mais aussi, c'est une interrogation sur l'identité, justement. Les civilisations avant la nôtre, c'est des gens qui n'étaient pas chrétiennes, par exemple, en Europe, ou des civilisations qui n'étaient pas musulmanes avant la création de l'islam dans la péninsule arabique et en Afrique du Nord. Ou dans des pays, ou en Inde, ou au Pakistan, en Afghanistan, qui sont devenus musulmans plus tard. Il y avait des civilisations avant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elles font partie de notre identité? Par exemple, la réponse est non pour les papes de Rome au XVIe siècle, qui modifient, ou même dès la fin de l'Empire romain, ils essaient de modifier les édifices antiques pour les christianiser. Les temples de dieu romain deviennent des églises, des colonnes, la colonne Trajan, où il y a l'empereur Trajan au-dessus d'une colonne, la statue est tombée, on garde la colonne et on met une statue chrétienne, une statue d'un saint, la statue de Saint-Pierre, celui qui a fondé le Vatican à Rome, par exemple. Lors de la Reconquista, vous êtes hispanophone, donc vous savez, lors de la Reconquista au XVIe siècle en Espagne, au XVe, XVIe siècle, 1492, c'est la fin de la Reconquista, bien, des mosquées sont transformées en églises, comme la mosquée de Cordoue, qui devient une église, ou la mosquée de Séville, qui devient une église aussi. Et dont le minaret, d'ailleurs, fait aujourd'hui office de clocher. Les courants migratoires ont transformé de nombreux pays, mais doit-on conserver le patrimoine des peuples antérieurs? Eh oui, toujours la question. Même chose, quand on a vécu un régime pareil, en URSS ou en Allemagne, doit-on, ou en Italie, ou en Espagne, le régime franquiste, doit-on conserver les signes de régime dictatorial ou totalitaire? Alors, totalitaire pour l'URSS et l'Allemagne, et dictatorial pour l'Espagne et l'Italie fasciste. Vous savez que, bon, comme vous l'avez vu en tronc commun, qu'est-ce qu'un régime totalitaire? C'est pas évident de dire si l'Italie est un régime totalitaire complet ou non, donc je le mets un peu dans les deux. Mais en tout cas, ce sont des régimes qui ont été battus, qui ont été détestés, qui ont fait beaucoup de morts. Et est-ce qu'on garde quand même ce patrimoine-là? Est-ce que ça fait partie de notre identité? Bon, j'ai pas la question, j'ai pas la réponse. J'ai la question, mais j'ai pas la réponse. Après une guerre aussi doit-on détruire le patrimoine des vaincus, faire table rase du passé? Comme par exemple
les Bouddhas de Bamiyan, hein, en Afghanistan, détruits par les talibans afghans. Les talibans qui sont des musulmans mais intégristes, qui ne veulent pas garder de patrimoine qui ne soit pas issu de l'islam. Donc, on va détruire ces Bouddhas. Ben, voilà donc un exemple de ce qui s'est passé à Bamiyan en 2011. De l'humanité au 15e anniversaire de la destruction de ces deux Bouddhas géants par les talibans afghans. Alors, en partenariat avec la start-up Iconem, experte en sauvegarde de patrimoine, l'artiste veut faire œuvre utile et inédite. Le scanner en 3D de la falaise, grandeur nature, 1,5 km de long sur 100 mètres de haut. Donc là, on a utilisé un appareil numérique piloté par ordinateur avec une optique extraordinaire qui, de manière robotisée, a fait la photographie de la falaise, du haut en bas, de droite à gauche. Elle constitue un fichier qui fait quelques images. Donc on a une image d'une hyper précision, hein, comme vu avec un œil de faucon. Cette modélisation en 3 dimensions sera remise à la communauté scientifique, aux archéologues afghans en priorité. Pour le reste, Pascal Convert a plusieurs projets, créer 2 sarcophages en verre pour les Bouddhas et une fresque photographique monumentale. Un travail de mémoire, là où les talibans ont voulu effacer toute trace bouddhiste, y compris dans les 750 grottes de moines. Mais là, l'artiste met en garde contre toute tentative de reconstruction. Voilà, alors bon, vous pourrez voir la vidéo entière de ceci. Voilà, vous verrez la vidéo entière de ceci comme dans le lien qui est là, hein, d'accord? Donc vous voyez tout l'enjeu de ces Bouddhas, par exemple, qui n'étaient pas évidemment de culture musulmane, ce sont de la religion bouddhiste, donc ce pas du tout des musulmans. Et ces Bouddhas ont été détruits par les talibans en Afghanistan et qui sont en passe d'être reconstruits ou d'être réaménagés pour justement peut-être, parce que les talibans ont laissé le pouvoir politique en Afghanistan, donc on est revenu à un gouvernement moins traditionnaliste sur la religion, et donc peut-être que reconstruire ces Bamiyan, alors à l'identique ou pas, c'est encore une question importante qu'on verra, comment reconstruire un patrimoine qui a été détruit, par exemple. Ça, c'est une vaste question. Et bien sûr, c'est toujours une source de connaissances historiques, évidemment, par les fouilles archéologiques, les témoignages oraux des anciens, n'oublions pas, hein, c'était aussi une source historique très importante sur des traditions encore présentes. Le patrimoine crée des études, fait travailler des étudiants, des chercheurs évidemment, pour reconstituer la vérité historique, même si quelquefois elle va à l'encontre du récit historique, sans S c'est mieux, fait par les politiques. Attention, politique et histoire ne font pas bon ménage parce que souvent on est proche de la propagande, vous savez, hein. Donc je me méfie quand un homme politique, quand il n'est pas historien, il y a des hommes politiques qui sont issus qui ont une formation d'historien, ouais. Mais quand ils ne sont pas historiens, je me méfie un peu de leur vision de l'histoire, car elle n'est pas dénuée d'intérêt politique à court terme ou de justification de leur politique. Je fais cette politique-là parce que dans l'histoire, on m'a dit non. Attention à ça. Bon. Ou alors je suis le chef suprême parce que l'histoire a montré que j'étais le chef. Bon. Attention à ça. Et le patrimoine, oui, justement, source de tension. Alors, grande 3 aussi, de tension politique et sociale. Donc là, politique plutôt à l'intérieur des États, pour affirmer par des symboles patrimoniaux des idées politiques portées par un gouvernement. L'exemple, on va repartir au Moyen-Orient, puisqu'on a étudié le Moyen-Orient en histoire en début d'année, avec guerre et paix, le thème numéro 5. Eh bien, on peut repartir là-bas avec, par exemple, à Jérusalem, la préservation du mur d'alimentation, qui est un vestige du temple de David, au détriment du patrimoine chrétien et musulman de la ville. Jérusalem est une ville 3 fois sainte, une ville sainte dans la religion juive, dans la religion chrétienne et dans la religion musulmane. Mais les autorités ont décidé plutôt de conserver le patrimoine du mur d'alimentation et donc du patrimoine juif. Ben oui, bien sûr, puisque les autorités ont une politique qui est issue du sionisme, on l'a vu au XIXe siècle, et qui veut montrer qu'Israël est un pays d'abord gouverné par les Juifs, pour les Juifs. Donc les autres minorités ou les autres populations sont soit écartées, soit exilées, voire
le sort de certains Palestiniens lors des guerres. Donc, il y a des patrimoines plus importants que d'autres selon qui gouverne. Et oui. Alors, ça, c'est ma citation en moi. Hein, bon. Montre-moi le patrimoine que tu préserves et mets en valeur, et mets-le en valeur. Hein. Je comprendrai mieux ta politique. Voilà. Alors, en vertu de ça, évidemment, vous comprendrez mieux ce qui se passe aussi toujours au Moyen-Orient, toujours en Israël et en Palestine, le cas de la ville d'Hébron. Oui, on peut le mettre directement là. Le cas de la ville d'Hébron. Alors, voilà, une ville d'Hébron qui est dans les territoires palestiniens, donc occupée par Israël. Mais vous voyez, c'est à la fois un site sacré du patrimoine musulman et du patrimoine juif. Donc, évidemment, tension, hein, puisque vous voyez, c'est une mosquée, hein, donc évidemment, de culture musulmane. Et puis, qui va visiter la mosquée à côté? Eh bien, des rabbins, donc des prêtres de la religion juive, parce qu'à côté, il y a des tombeaux de prophètes comme Abraham, qui sont communs à la religion juive et la religion musulmane. Mais évidemment, en politique en ce moment, les relations entre Israël, les Juifs d'Israël, et donc ceux qui gouvernent, et puis les Palestiniens qui sont en majorité musulmane, ne sont pas très bons. Il y a même des tensions et des morts chaque fois qu'il y a des visites de populations d'Israël à côté de cette mosquée à Hébron, et ça crée vraiment des troubles très importants. Vous regarderez, et le site évidemment patrimonial est menacé à cause de ces tensions politiques. Hein. Il est à la fois détruit, certains veulent le détruire, évidemment, comme ça il n'y aura plus personne qui viendra visiter. Hein. Ça sera fait. Et d'autres, évidemment, veulent le préserver. Évidemment, c'est un patrimoine mondial de l'humanité, c'est ça le souci. Donc, le monde doit préserver ce patrimoine-là, mais comment le faire dans la situation actuelle, géopolitique, que vous connaissez aussi bien que moi, du Moyen-Orient, les tensions qui sont là. Donc, vous voyez que la politique influe sur les problèmes de conservation de ce patrimoine-là et aussi d'usage de ce patrimoine. Est-ce que les Juifs peuvent rentrer? Est-ce que les musulmans ne peuvent pas rentrer? Bon, voilà, c'est toutes ces questions-là d'usage et d'utilité qui sont brouillées par les tensions géopolitiques du Moyen-Orient. Vous lirez évidemment les deux sites internet avec un article de France Info, très rapide, et puis un autre un peu plus détaillé sur patrimoine d'Orient. Hein, voilà. Alors, ça c'est à l'intérieur des États. Bon. Il y a aussi entre États, c'est une arme géopolitique, la patrimoine. Hein. Par exemple, le retour aux pays d'origine qui ont acquis leur indépendance, par exemple, d'objets volés ou d'objets réquisitionnés. On va dire réquisitionnés par les puissances coloniales ou par des pays étrangers, hein, par les puissances coloniales. Alors, ça concerne beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, beaucoup de pays d'Asie. Des États qui s'appuient aussi très récemment, 50, 60 ans, c'est très récent en histoire, dans des pays récemment indépendants et qui veulent construire une nation commune. Et vous voyez, construire une nation commune, une histoire commune, c'est d'avoir aussi des objets communs, d'avoir un patrimoine commun. Et donc des États qui s'appuient sur un discours nationaliste pour dénoncer les ex-puissances coloniales. Le vocabulaire comme spoliation, dérober, pillage, piller, hein, est courant dans le champ lexical des dirigeants nationalistes africains pour montrer leur volonté de peser dans la géopolitique internationale. Quand j'aurai mes objets, eh bien, je serai plus légitime au pouvoir pour mes citoyens, mais aussi plus légitime au pouvoir à l'échelle du monde, hein, à l'échelle de la géopolitique planétaire. Bon. Voilà, donc d'où un enjeu très important, un enjeu politique très important. Alors, en 2018, on a vu aussi que la France a changé. Jusqu'en 2018, il y avait vraiment… Non, il y avait un refus total de faire revenir ces objets-là dans les anciennes colonies. Alors, en 2018, Emmanuel Macron avait déjà dans son programme électoral, donc il a mis en place, pour la première fois, un président français, donc Emmanuel Macron, a décidé de rendre des œuvres d'art statut royal au Bénin, par exemple. Le Bénin, en contrepartie, hein, s'engage à construire un musée pour les accueillir. C'est donc une valorisation du patrimoine local avec la création d'une activité touristique importante, j'espère, pour le Bénin et pour développer son PIB. Alors justement,
Le patrimoine est une source de richesse, une source de création de richesse et donc d'augmentation du PIB, avec la valorisation touristique, et pas seulement, on l'a vu, en cours. Donc le tourisme génère plus de 10 milliards de dollars dans le monde en 2019. On verra si ça continue. En 2020, non, évidemment, pas du tout. En 2021, on verra. Hein. Bon, ça, l'avenir nous le dira. Mais c'était en constante augmentation jusqu'en 2019. Hein, donc, c'est assez encourageant pour cette activité-là. Le tourisme patrimonial représente la moitié de ces ressources-là, de ces ressources. La moitié du tourisme, en fait. Hein. Il y a une moitié de tourisme qui est dans le divertissement, hein, sol, plage, etc., par l'attraction. Et puis, une moitié qui est plus dans les villes, dans les circuits des anciens sites antiques et voilà, des circuits plus historiques. Donc, mais il est même essentiel dans des pays qui vivent pratiquement une grande partie du PIB est consacrée au tourisme. Par exemple, en Égypte, un tiers du PIB égyptien est constitué grâce aux activités touristiques. Donc, plus de 10 millions d'habitants entre les guides touristiques, les réceptionnistes d'hôtels, les chauffeurs de bus touristiques, les gardiens de musées, les conducteurs de bateaux sur le Nil, hein, par exemple, ou les animateurs sur les bateaux sur le Nil. Bon, tout cela, les vendeurs de papyrus, bien sûr, les commerçants, les vendeurs de souvenirs. Donc, plus de 10 millions d'habitants en Égypte vivent directement du tourisme. Donc, cette année de Covid, ils ont beaucoup souffert. Et un tiers aussi du PIB grec hein, est fait grâce au tourisme. Des villes entières comme Venise, Athènes, Barcelone encore hein, dépendent du tourisme patrimonial. Et puis aussi 7 millions, alors pour faire un patrimoine immatériel, hein, je reviens à l'Oktoberfest, 7 millions de visiteurs à l'Oktoberfest chaque année, c'est énorme. Et donc chaque pays, chaque ville met en avant un lieu, un monument emblématique pour être identifié dans le monde entier. C'est une marque originale hein, que l'on connaît, on connaît tous, on identifie voilà, Tour Eiffel, Paris, donc ce sont des villes ou des lieux que dans le monde entier on connaît grâce à ces monuments. Et donc ça donne une image directe de ces villes. Si vous me dites des villes de Chine, comme voilà, certaines villes, Guangzhou ou Shanghai, bon, ben, on n'a pas forcément un monument qui nous parle et qui nous montre une image de ces villes-là, contrairement à voilà, ces villes patrimoniales. L'image de marque se vend aussi, bien sûr, hein, les FTN, mais pas seulement. J'ai mis les FTN parce que c'est elles qui ont plus de ressources, on va dire, donc les firmes transnationales, ont vu dans ce patrimoine une occasion d'augmenter leurs profits par le biais d'achats de licences ou de partenariats ponctuels avec ce patrimoine-là, avec Versailles par exemple, et d'améliorer leur image de marque avec le mécénat, c'est-à-dire donner de l'argent en contrepartie de sauver un monument en péril. Hein, on met le nom à côté et on dit financé par Dior, c'est de l'amélioration de l'image. Ils ne gagnent rien directement, mais ça améliore l'image de l'entreprise. Alors, par exemple, Dior, hein, qui a rénové le hameau de la Reine à Versailles il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que c'est très bien rénové. Pierre Cardin et le château de Lacoste, du Marquis de Sade, qui est à Lacoste en Provence. Et puis Chopard, un joaillier de luxe qui finance les travaux du Pont des Soupirs à Venise aussi. Ou aussi, alors, sans mécénat, la publicité, on peut mettre des publicités directement durant les manifestations du patrimoine immatériel. Exemple, des marques de voitures allemandes, alors je n'ai pas mis lesquelles, et l'Oktoberfest, par exemple, vous verrez le business à 1 milliard d'euros, ou le chocolat Nestlé et l'Arc de Triomphe. Chaque année, il y a une boîte avec l'Arc de Triomphe, et c'est le chocolat Nestlé qui fait cette boîte de chocolat. Mais il paye une partie de royalties, on appelle, pour utiliser l'image de marque de l'Arc de Triomphe. Une source d'inspiration et de débat aussi, les travaux d'urbanisme s'inspirent du passé. Exemple, les villes nord-américaines qui copient le plan d'Hippodamos de Milet. Alors, je vais vous donner le plan d'Hippodamos de Milet avec l'exemple Dallas tout de suite. Voilà, le plan d'Hippodamos de Milet, on l'appelle aussi un plan en damier, c'est-à-dire que les routes se croisent à angle droit, hein, d'accord, des deux côtés. C'est typiquement les villes américaines. Toutes les villes américaines ont un angle droit. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est la ville de Dallas au 19e siècle, elle a été créée. Vous voyez, toutes les routes se croisent à angle droit et ça fait des pâtés de maison, des carrés de pâtés de maison entre les rues
c'est le plan à damier, c'est le fameux plan de Damier. Et ce plan de Damier, il a été inventé il y a 2500 ans, hein, à Milet, dans une cité grecque, et par Hippodamos. C'est pour ça qu'on l'appelle le plan d'Hippodamos ou le plan à damier. Tous les urbanistes, en première année d'urbanisme ou d'architecture, étudient cela. Mais ce n'est pas nouveau. Donc, parce qu'on connaît ce plan à damier de Milet, eh bien, on l'a appliqué, que ce soit à Dallas, dans d'autres grandes villes nord-américaines ou même quelques villes européennes comme à Barcelone, où un quartier entier est un quartier à damier complètement. Ça s'appelle l'exemple. Les gens, l'exemple d'Hippodamos de Milet. Alors voilà, il y a aussi la pyramide du Louvre, évidemment, qui copie l'art antique égyptien, évidemment, la pyramide du Louvre qui a été créée en 1989, donc très récemment. Bon, voilà. Alors ça, c'est le côté source d'inspiration. Et j'ai mis dans le titre des débats. Un débat, alors on développera ça, hein, on ne l'a pas vu en cours, mais un débat que, est-ce que quand on construit un nouveau monument, il n'est pas accepté par tous. Et il est critiqué, et surtout en France, hein, critiqué par beaucoup de gens. C'était le cas de la Tour Eiffel, qui était une laideur absolument, pour beaucoup de critiques. La Tour Eiffel, en 1889, d'abord, c'était seulement un monument temporaire, qui était lié à l'exposition universelle, donc un monument qui devait être démonté tout de suite après, il y avait ça. Et puis, évidemment, à l'époque, ça a fait l'objet de critiques énormes. La première fois que l'on construit en fer, une construction assez originale par rapport à l'architecture parisienne du 19e siècle. Et évidemment, il y a eu beaucoup de critiques à l'époque, et la Tour Eiffel aurait dû être démontée. Ce n'est pas le cas, vous voyez, plus de 120 ans après, elle est toujours là. La même chose, encore un débat encore plus actuel, le débat sur la pyramide du Louvre, au niveau de l'architecture. On a critiqué beaucoup le président qui a construit cette pyramide, c'était François Mitterrand en 1989. L'opposition politique a vu dans cette pyramide une façon de montrer l'importance du pouvoir et la grandeur de ce président-là. Ça n'avait rien à voir avec le patrimoine commun de tous les Français. Alors, ce qu'il avait dit, il avait dit une œuvre personnelle d'un président mégalomane, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est le centre de l'univers, hein, qui se voyait en pharaon de France, selon l'opposition. Bon, mais qui aujourd'hui aujourd'hui, c'est la Tour Eiffel, comme la pyramide du Louvre, fait partie du patrimoine commun des Français, et personne, très peu de gens, remettraient en cause leur existence et le verrait la destruction. Qui veut détruire la Tour Eiffel? C'est comme ça que j'ai fini cette partie-là. Voilà. Alors, merci beaucoup de votre attention. À bientôt pour des prochaines vidéos de terminale et de première pour mes élèves personnels. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de vues, je n'ai pas beaucoup de personnes, mais c'est fait exprès d'abonnés. C'est pour mes élèves personnels, c'est pour travailler ensemble avec mes élèves en distanciel. Et puis pour d'autres aussi qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas donc à m'envoyer des questions. J'essaierai d'y répondre de toute façon. Mon travail, c'est d'abord d'être professeur, donc, et ce n'est pas d'être youtubeur, hein, donc je n'ai aucune volonté de l'être. Donc, j'essaierai de répondre aux questions si j'ai le temps. Mais d'abord, priorité à mes élèves, priorité au baccalauréat. Merci beaucoup. À bientôt.